La critique se poursuit, je suis en compagnie en présentiel, comme on dit, de Sally Bonne et de Corinne Rondeau, toutes deux critiques et maîtres de conférences en esthétique. Et nous parlons art plastique. Dans un instant, une vaste exposition à Pompidou sur les femmes artistes et l'abstraction. Mais tout de suite, entrons dans un nouveau lieu consacré à l'art contemporain à Paris, la Bourse du Commerce, qui abrite une partie de la collection de l'homme d'affaires François Pinault. Je suis devenu un bourgeois par la force des choses, avec l'hôtel particulier, la maison au bord de mer et les clichés de la bourgeoisie. Je ne crois pas l'être devenu dans ma tête, ou pas trop en tout cas. Il faut se garder d'être sûr de son point de vue et considérer que celui des autres n'est pas le bon. Et l'art m'a servi à ça. Ça donne une forme d'humilité, de compréhension du monde, savoir que tout change, tout évolue. Ce qu'on a aimé il y a 20 ans, on peut dire c'était peut-être pas si bon que ça. Ça ouvre l'esprit, ça permet de réfléchir et c'est important. Bon, un collectionneur est un collectionneur. J'essaie d'avoir un peu d'avance sur tout le monde pour acheter les bons artistes et le meilleur de ce qu'ils font. C'est pour ça que je visite souvent les ateliers. D'abord, j'ai besoin de ce contact, ces discussions avec des artistes que je connais. Je les connais même tous. David Hammond, j'ai commencé à l'acquérir il y a presque 40 ans, donc c'est avant que les artistes afro-américains ne soient, entre guillemets, à la mode, depuis quelques années. Kerry James Marshall, il y a 15 bonnes années, j'ai commencé à l'acquérir, sur les conseils d'ailleurs de David Hammond. Si tu aurais regardé, il y a un gars à Chicago qui ne va pas l'air mal. Ouais, les artistes, ils ont un œil généralement. Ils vous disent, si vous êtes bien avec eux, tu dois voir ce gars-là, c'est pas mal. Parce que pour moi, les artistes n'ont ni passeport, ni couleur de peau, c'est la capacité à faire. Qu'ils soient africains, indonésiens, chinois, ou américains, ou européens, ça n'a pas d'importance. Dans la mondialisation heureuse entre le Louvre et le centre Pompidou à Paris, la Bourse du Commerce est un monument ancien, premier bâti qui date du XVe siècle, puis une halle au grain circulaire couronnée au XIXe par une grande coupole d'acier et de verre. C'est l'architecte Tadao Ando qui a aménagé ce bâtiment classé, en insérant comme une forme d'emboîtement gigogne un cylindre de béton au milieu de la rotonde. On circule donc à la fois au milieu de ce cylindre avec au-dessus des peintures anciennes qui ornent le plafond, et puis tout autour dans un système de galeries qui abrite certaines des œuvres de la collection Pinault. On va en parler de cette collection, mais peut-être déjà votre impression sur le bâtiment, Sally Bonne. C'est un Pardon, c'est un bâtiment. Ça commence bien. C'est un bâtiment qui est un peu vertigineux parce que effectivement, vous l'avez signalé, Lucille, c'est un bâtiment circulaire. Ce qui a introduit Tadao Ando fabrique une nouvelle circulation, c'est-à-dire une sorte de galerie dans laquelle on tourne. Et en fait, quand on emprunte cette galerie un peu particulière qui est ponctuée par une série de vitrines dans lesquelles on trouve des œuvres de Bertrand Lavier, il y en a 24, et ben à un moment donné, en fait, on ne sait plus où on se trouve. Et c'est assez incroyable. Assez labyrinthique, même au niveau des niveaux, justement, on ne sait jamais vraiment donc, à quelle hauteur on est par rapport au et sol. Donc, une fois qu'on sort, une fois qu'on rentre dans l'espace monumental à l'intérieur du cylindre de béton de Tadao Ando, et quand on en sort, on emprunte des escaliers pour se diriger vers les 2 étages supérieurs qui, effectivement, sont un peu suspendus, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas où on est, et c'est assez troublant. Et c'est peut-être une impression en fait pas désagréable d'être un peu perdu, de tourner en rond. Après, on pourra en discuter peut-être de ce que ça peut signifier aussi dans une bourse de l'expérience de visite de l'exposition, effectivement. Corinne Rondeau. Oui, je trouve que la structure de Tadao Ando est tout à fait est spectaculaire, mais aussi humble, je trouve. Elle a cette manière d'élever la partie circulaire d'un bâti qui a vous l'avez dit, une halle, c'est du bois, du fer et du béton. Je trouve qu'il y a une volonté de magnifier en fait la dimension de l'architecture utopique de la reprise lorsqu'il y a eu cette architecture de verre et qui a donné lieu à la bourse, au commerce, à la bourse de commerce. Et je trouve que le savoir-faire métallique, notamment en France, donc il y a une volonté, je crois, de maintenir aussi du savoir-faire à l'intérieur des architectures que vous avez dites classées. Et je trouve qu'en fait, il a une manière très élégante de se mettre autour du bâtiment, de ne pas le toucher, sauf pour faire des passerelles. C'est-à-dire qu'on s'élève, on ne sait même d'ailleurs pas comment on s'élève. C'est ça qui est très étonnant. Et en fait, cette architecture qui est très visible en son centre est complètement disparaissante dans ces périphéries qui donnent accès aux bâtis anciens. Alors ça, je trouve que c'est une très grande réussite. Après, il va falloir qu'il se trouve chaque fois une très bonne pièce centrale. Oui, parce que c'est très vaste. Quand on arrive à l'intérieur du cylindre de béton, bon là, en l'occurrence, où ça fonctionne bien, on va en parler de ce qu'on voit au milieu. Mais en effet,
tout ça tout vide, ou alors si on remplit trop, ça risque de gâcher un peu l'architecture. Ça paraît assez compliqué à occuper, Corinne. Oui, c'est compliqué, et en même temps, comme c'est un mur de béton qui est troué, il y a quelque chose comme une dimension de l'architecture presque renaissante. C'est ordonné, c'est géométrique, donc il y a une rationalisation du mur dans l'espace lui-même circulaire, qui est une forme parfaite. Donc effectivement, à cet endroit de cette forme parfaite, il peut y avoir un certain nombre d'événements, parce que l'œuvre d'Urs Fischer qui est dans cet espace, qui est gigantesque, on peut le dire, qui me fait penser, moi, à des lieux comme à Rome, le Panthéon, par exemple, ces formes circulaires, où vous avez des mètres de haut, vous élevez la tête, vous avez le 19e siècle qui est peint au-dessus de la structure, puisque la lumière est naturelle, c'est zénithal. Et Urs Fischer, je trouve que c'est très malin. Il faut expliquer ce que c'est. Alors, Urs Fischer, c'est une reproduction de l'enlèvement des Sabines. Qui est en cire, et puis tout autour vous avez un ensemble de fauteuils qui sont à la fois d'origine africaine, des fauteuils d'avion, de bureau, mais en fait tout ça est en cire, tout, y compris un artiste qui est dans les étages, Singler, et qui est un ami de Urs Fischer, et tout ça est en cire, et il y a des mèches à plusieurs endroits, et en fait pendant la durée de l'exposition, ces sculptures vont fondre, ce qui fait que vous avez là à la fois une magnificence des objets dans la spatialisation, dans la scénographie, et en même temps l'œuvre est en transformation, puisque de forme érigée, elles vont se retrouver à la fin complètement désintégrées, mais pas pour dire qu'il y a une disparition, pour dire qu'il y a une transformation de la forme et d'aller à une dimension informelle. Donc on passe de la qualité, je dirais, d'une beauté ou d'une fonction, et d'un coup faire disparaître ces éléments dans la pure matière dans laquelle ces choses ont été faites. C'est très troublant d'ailleurs, parce que cette statuaire, surtout de loin, on a vraiment l'impression du marbre, du caractère absolument solide et posé en plein milieu d'une rotonde, d'une grande statuaire classique en marbre. Et c'est assez étonnant. Oui. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit de la cire. Oui, c'est étonnant, et en même temps, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du processus. Salibonne. L'impression, elle est d'autant plus, vous l'avez signalé, effectivement, quand on entre dans cette rotonde, si on ne sait pas, si on n'a pas lu le petit cartel qui indique qu'il y a des flamèches qui peut-être mettent en danger. D'ailleurs, c'est assez singulier, c'est-à-dire que si on voit ce petit panneau, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer ou qui est en train de se passer, et qui a une espèce de dangerosité qui est peut-être aussi singulière dans une bourse du commerce, mais ça, on pourra peut-être y revenir. Mais effectivement, c'est un trompe-l'œil, en fait. Et cette dimension-là de transformation, comme vous le dites, Corinne, qui vise quand même à la destruction, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la figure. La matière est là. De la figure. Oui, il y a la transformation de la matière. C'est très cartésien, pour le coup. Mais c'est aussi quand même la destruction de quelque chose qui est de l'ordre de la représentation, en fait. C'est-à-dire... Et puis, ce qui est singulier aussi, c'est cette entrée dans quelque chose qui reste de l'ordre du classicisme. C'est-à-dire c'est la statuaire classique. Et puis, au fond, il y a un retournement. C'est-à-dire un retournement presque temporelle, en fait, de l'appréhension qu'on peut avoir des œuvres, entourées de ces chaises. Et puis c'est une temporalité qui s'inscrit dans l'ouverture, puisque c'est le titre de l'exposition, ouverture, et qui va aussi avec le dialogue qu'on a entendu tout à l'heure de Pinault. Il y a un dialogue, et donc il y a une durée de vie de cette collection à travers la relation qu'il a avec les artistes. Et je pense que cette durée est impliquée à l'intérieur de cette œuvre phare et de la magnificence de l'architecture de Tadao Ando. Il a beaucoup de choses à montrer, François Pinault. Il a déjà ouvert 2 lieux pour présenter sa collection d'art contemporain à Venise. Là, il bénéficie plutôt de larges espaces. Moi, je m'attendais à, justement, dans les galeries, de plus petits espaces. En fait, c'est quand même très, très, très grand. Il y a un lieu pour des installations vidéo et sonores tout en bas, au sous-sol. Il y a des galeries, on en a parlé, qui sont plutôt consacrées à la peinture et aux installations au milieu. Et puis en haut, il y a de la photographie. C'est du moins ce qu'on peut voir pour le moment. Je ne sais pas si ce sera classifié comme ça, mais là, ça l'est à peu près, peut-être par souci pédagogique. Corinne Rondeau, on va peut-être commencer par ce qui vous a le plus intéressé, parce que c'est très hétérogène, on va évidemment pas parler de tout, parce que c'est comme si on entrait dans un lieu avec plusieurs expositions, donc choisissez peut-être. Écoutez, je sais que Sally va parler de David Hemmens, et je partage absolument ce choix qui est remarquable, et je dois dire qu'on n'en a jamais vu autant, parce qu'on en voit très peu.
Donc je laisserai cette parole à mon amie Sally. J'ai trouvé qu'en bas, l'œuvre de Tarek Ataoui, qui est une sorte de post-cage avec cette musique faite avec de la fragilité, des bouts de bois, de la musique, de la céramique, dans un plateau très bas, comme ça, près de ce grand amphithéâtre assez beau qui sera réservé au colloque de l'INHA, puisqu'il y a du partenariat intéressant, les cours d'été de l'école du Louvre, mais aussi à toute la jeune génération qui n'est pas prise par l'institution. Donc on voit bien qu'il y a une volonté quand même chez Pinault d'ouverture. Dite d'ouverture, mais qui est liée à des institutions bien très sûr, fortes. Oui, Je veux dire, là, il y a double cartel. Voilà. Et puis, bon, moi, je parlerai plutôt de Mariam Khan, qui est une artiste qu'on voit très peu, ou de plus en plus, on va dire, qui est une artiste suisse que j'avais découvert par le biais d'un ami au Centre culturel suisse, qui travaille avec le corps, son propre corps. Je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a beaucoup de peintures qui m'ont pas plu du tout dans le choix de Pinault, autant je trouve que là, il arrache un peu les murs, parce que Myriam Khan, donc, c'est figuratif, mais c'est aussi étrange. C'est fait avec son propre corps, le corps d'une femme. C'est une manière pour elle de s'intéresser aux échanges entre l'image et le spectateur, de renouveler un face-à-face, avec des tableaux qui ne sont pas simples. C'est toujours une taille à peu près à l'échelle de son corps. Donc, il y a de la sexualité, il y a une brutalité de la couleur. Et je trouve que là, c'est une peinture qui est très singulière dans le courant de ce qu'on peut voir dans la peinture. Et je trouve que là, pour le coup, je suis ravie d'avoir eu cet ensemble de collections, puisqu'il faut rappeler que chaque salle est un ensemble d'œuvres et pas une œuvre unique chaque fois. Et ça, c'est très intéressant de dire, le dialogue, c'est une durée dans laquelle il y a des choix qui se font au milieu d'un ensemble plus vaste, qui est celui Donc il y a une vraie expérience, je dirais, du corps et du regard chez Myriam Khan, qui est pour moi le point d'orgue de ce qui est montré en peinture dans l'étage. Vous vouliez parler, Sally, de David Hammons, que François Pinault disait acquérir depuis des années désormais, puisque c'est un artiste qu'il a commencé à acheter dans les années 70 et qui travaille beaucoup sur la récupération, qui vient d'Harlem, qui est afro-américain. C'est vrai que c'est un des plus grands espaces, un des plus fournis en termes d'œuvres. À quoi ça ressemble ? Oui, c'est une sorte de mini-rétrospective. Alors avant de rentrer plus précisément dans le détail de cette exposition en soi, à l'intérieur de l'exposition et de cette ouverture de la collection Pinault, puisqu'elle rassemble quand même une trentaine de pièces, qui est extrêmement rare, de David Hammons. En fait, ce qui m'a semblé particulier, c'est que c'est peut-être cet ensemble d'œuvres qui résiste le mieux à cet effet de circulation à tous les sens du terme qu'on a dans la collection Pinault. C'est-à-dire qu'on peut se poser. Il y a des jeux de circulation qui sont d'une œuvre à l'autre, des jeux de circulation qui sont sur des motifs, qui sont sur des effets de renvoi. C'est-à-dire, Corinne Rondeau l'a évoqué tout à l'heure. Il y a la figure, par exemple, dans la rotonde de ce peintre qui s'appelle Stingel et qui est représenté par Urs Fischer, et puis qu'on retrouve en fait à l'étage, qui lui-même représente ses propres amis. Donc en fait, il y a des jeux de circulation constants entre tous les artistes, et finalement, le seul qui résiste à cette entrée dans le jeu de circulation, c'est David Hammons. Et il y résiste aussi parce qu'il a une œuvre qui est extrêmement forte et qui joue aussi de sa propre disparition. Et donc, il y a une œuvre qui est celle par laquelle on entre dans son travail, qui est une vidéo, qui a l'air d'être une sorte de plan fixe sur une structure métallique qui est en fait une structure des prisons, des cellules en fait de prison, dans lesquelles évidemment, bien sûr, beaucoup d'Afro-Américains sont enfermés. Et donc on a simplement cette structure métallique, et puis on voit à un moment donné, David Hammons qui arrive et puis qui se met à souffler et à projeter des choses et à cracher. Et donc, vous l'avez évoqué, Lucille, il y a un travail autour du déchet, de la récupération, de la poussière, qui est aussi très belle, parce qu'il y a des body prints qui se fait avec de la poussière, avec de la colle. Et quand on traverse l'exposition, on retrouve à la fin, en fait, cette structure métallique qui est dans une salle, qui est l'ancienne salle des Pas Perdus. Et il m'a semblé aussi que ce qui apparaissait, finalement, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la disparition du corps. Alors, on sait bien que cette question de la disparition, elle intéresse François Pinault, mais là, elle est vraiment mise en œuvre et elle se retire, en fait, du flux presque commercial, qui est celui de la collection.
De la bourse de commerce. Moi, Voilà. je me remets pas quand même du fait qu'on garde ce nom dans un bâtiment consacré à une collection privée. Mais bon, c'est mon problème. Ça va être peut-être un problème. En tout cas, on y reviendra parce que c'est vrai que c'est très riche et il y a beaucoup d'expositions. Mais c'était une première approche de cette bourse du commerce Pinault Collection qui ouvrira donc au public demain, le 22 mai. J'ajoute que l'entrée sera gratuite les 3 premiers jours. France Culture. La critique, Lucille Como. Dans quelques instants, elles font l'abstraction au Centre Pompidou, mais tout de suite, le coup de cœur rapide, je lui fais confiance, de Corinne Rondeau pour une exposition à la Fondation Carmignac. Oui, Fondation Carmignac, le soleil. La Côte d'Azur. La Côte d'Azur, les une îles. île. Non, alors la mer imaginaire, une exposition à la Fondation Carmignac de Chris Sharp. À Porquerolles, donc. À Porquerolles, qui a écrit aussi un petit livre qui s'appelle La Cité des Châteaux de Sable. Et j'en parle parce que d'abord, il y a des petites illustrations de Temjou Janet qui sont formidables. Ce petit texte simple qui est autour de l'histoire de Châteaux de Sable. Et puis toute une aventure de personnages qu'on rencontre qui sont de la mer, un crabe, un homard, etc. Mais qu'on retrouve dans l'exposition qu'il fait dans ce bâtiment absolument formidable, puisque vous savez que peut-être les salles se retrouvent sous un niveau d'eau. Et donc en fait, vous avez une ouverture zénithale avec de l'eau qui vient troubler le sol. Et à l'intérieur de ça, vous avez effectivement un parcours autour de cette mer imaginaire. Et cette mer imaginaire où il y a du Gabriel Orozco, des sculptures comme ça, comme des eaux, face à un Henri Matisse de la Polynésie le ciel qui joue en termes de forme. Il y a une salle un peu plus historique avec des films de Painlevé qui avait fait des films animaliers, hein, avec un petit Paul Klee merveilleux. Vous avez des choses aussi qui renvoient à une question de la mer imaginaire qui est aussi la mer qui disparaît. Donc comment on met en œuvre cette disparition, puisque j'ai découvert grâce à la prolongation de l'exposition le travail au Fort Sainte-Agathe de Nicolas Floch qui démontre, en fait, lui il fait des photographies des bords marins, notamment il y a une production à Port-Cros, et il démontre en fait avec des scientifiques notamment que ce qui disparaît dans la mer disparaît 7 fois plus vite que sur Terre. Donc ces photographies noir et blanc sur la hauteur de ce fort Sainte-Agathe où j'ai failli m'envoler par le Mistral, avec ces photographies noires et blanches qui sont comme des documents, et puis toute cette couleur avec les films de Painlevé, une sorte de transversalité, et puis ces œuvres pérennes qu'il y a dans le jardin, des miroirs de GPN, des sculptures de tête de Hugo Randinone, mais aussi à l'intérieur, il y a les 100 poissons de Bosnoman qui sont à faire pipi dessus, parce qu'en fait, ça fait tellement de bruit qu'on se dit que, grosso modo, il ne veut pas qu'on oublie que le monde animalier existe. Donc, il y a une sorte de voyage comme ça à faire. Et puis, les porquerolais sont adorables. On y mange un poisson exquis et tous les gens étaient formidables. J'ai adoré ce moment. Très bien, on va y aller. Merci beaucoup, Corinne Rondeau. C'est à la Fondation Carmignac, donc à Porquerolles. France Culture. La critique, Lucille Como. Concluons cette critique avec une grande exposition au Centre Pompidou qui est accompagnée d'un grand catalogue. Elles font l'abstraction, la commissaire est Christine Marcel, des dizaines de salles, des centaines d'œuvres, toutes créées par des femmes, toutes travaillant donc l'abstraction, mais sur de multiples supports, peinture, sculpture, dessin, textile, chorégraphie, costumes, etc. L'exposition donne un peu le tournis tant il y a à voir. Elle ouvre avec une citation de Hans Hofmann adressée à l'artiste Lee Kreisner. Je la cite, « Cette peinture est tellement réussie qu'on ne la croirait pas due à une femme ». Manière ironique de lancer cette expo gigantesque et transnationale qui écrase dans le nombre ce genre de préjugés et où on croise, je cite quelques noms parmi des dizaines, Sonia Delaunay-Terque, Germaine Dulac, Louise Bourgeois, Lucinda Childs, Tania Moureau. Corinne Rondeau, comment est-ce que vous êtes rentrée dans ce labyrinthe extrêmement fourni? Mais j'y suis rentrée avec une joie inouïe. D'abord parce que j'ai trouvé qu'il y avait une volonté tout de suite de nous mettre ailleurs, puisque
les femmes qu'on a oubliées la fin du 19e siècle ont travaillé l'abstraction à travers le spiritisme, qui a beaucoup compté en Europe, mais aussi en Russie, avec Elena Blavatsky, qui a été à l'origine de toute la théosophie, qui a marqué Kandinsky, Malevich, Mondrian, etc. Et j'en passe, Balla notamment. Et d'ailleurs, il y a des traits qui sont faits à l'aquarelle. Elle est dans des séances de spiritisme, elle parle avec les morts. Et donc, vous avez comme ça ces tableaux qui sont très ornementaux, on pourrait dire, et qui nous ramènent finalement à une expression abstraite beaucoup plus tardive, mais qui est déjà là. Qui se fond dans une espèce d'expérience en effet pseudo-mystique et qui est commune à plusieurs artistes au début de l'exposition. Oui, mais qui est commune en fait à l'abstraction. Donc en fait, ça, j'étais très, très, très stimulée par cette première étape, notamment aussi par ces plus de 100 femmes dont on a le portrait, parce que c'est une manière de rendre à la visibilité, dans un monde de visibilité, des femmes dont on n'a pas le visage. Il y a des tas d'artistes que je ne connaissais pas. Donc il y a vraiment une volonté. Et puis j'adore le titre « Elles font l'abstraction ». C'est un mot qui est au présent. C'est pas une manière de dire elles ont fait l'abstraction, genre on les a oubliées. C'est pas du tout nostalgique, c'est pas du tout une sorte de front militant. C'est au contraire voir en fait la lecture que les femmes ont faite à l'endroit où pouvait s'ouvrir une nouvelle forme artistique. C'est aussi, comme vous l'avez dit, l'abstraction à travers d'autres domaines que celui de la peinture, et de démontrer effectivement que la dimension de l'abstraction, ce n'est pas que la géométrie, ce n'est pas que ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est aussi commencer par réintégrer le spiritualisme et l'ornement. Donc je trouve que la scénographie, qui est ouverte, comme vous le dites, puisque chaque salle est ouverte sur les bords, vous pouvez passer à droite ou à gauche, peu importe, ce labyrinthe est une manière de dire, il n'y a pas de ligne, parce que la ligne a été déjà brisée. Et je trouve que cette manière de circulation est tout à fait justifiée, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une expérience d'ouverture. Salibonne, une ouverture mais qui peut être perturbante, pardon, je rebondis, c'est-à-dire qui peut justement noyer un peu. Moi j'ai kiffé. Qui s'y promène. Moi je me sentais un petit peu dépassée par les événements, mais c'est aussi peut-être parce que j'y étais presque seule, le musée n'avait pas encore ouvert, et que je me sentais très écrasée par le nombre de pièces. Salibonne. Alors effectivement, il y a quand même, il faut le dire, 500 œuvres. C'est incroyable. C'est énorme, il y a 115 artistes, et le propos de l'exposition qui est foisonnant, qui est extrêmement riche, qui est extrêmement coloré, qui est extrêmement joyeux aussi. Et c'est une des choses qui est très très agréable, notamment dans toute la première partie de l'exposition, même si c'est difficile de parler de partie, mais il y a quand même une sorte de parcours, c'est-à-dire qu'on suit, il y a 42 salles, mais on suit c'est un parcours chronologique. Oui, tout à fait. On démarre au milieu du 19e siècle, effectivement, avec cette artiste que je ne connaissais pas non plus, qui est merveilleuse, qui s'appelle Georgina Houghton. Une Anglaise. Et qui est vraiment, ses dessins sont absolument fabuleux. Et puis, on parcourt comme ça, on passe de salles qui sont construites entre... il y a parfois des focus qui sont des focus sur des artistes en général, ce sont des artistes qu'on connaît, en fait, qu'on connaît déjà, donc on connaît le travail. Et puis, il y a des salles qui rassemblent, en fait aussi des corpus, des écoles, des mouvements. Des écoles, des mouvements. Et le propos de l'exposition, c'est quand même, et c'est déclaré comme tel d'ailleurs, une exposition de révision de l'histoire de l'art qui consiste à déhiérarchiser les arts. Et c'est une des choses aussi qui est merveilleuse et que je ne sais pas si elle nous l'apprend, cette exposition, mais en tout cas, elle nous le remontre. C'est que, en fait, les femmes... peut-être par histoire, ou par nécessité, ou par choix, ou par contrainte, sont sans doute moins soumises au mythe du grand artiste, comme en ce moment on parle beaucoup du grand écrivain, mais il y a aussi de ça. Et donc les artistes présentés dans l'exposition s'autorisent au fond à occuper d'autres espaces de travail et de pensée, d'autres territoires. Et par exemple, ça a été évoqué, au-delà de la peinture, de la sculpture, du film et de la photographie, il y a des tapis, il y a des tissus, il y a des couvertures de livres, il y a des couvertures de berceaux pour enfants. Des costumes de théâtre magnifiques, des maquettes de théâtre, il y a
Des des vidéos de meubles, danse. même de la conception de scénographie, d'architecture aussi. Enfin, il y a une espèce de pluralité où l'abstraction, ce n'est pas effectivement des formes géométriques sur un tableau, mais ça peut se trouver à tous les endroits et les espaces du travail, et notamment, et c'est ce qui me semble aussi manifeste, c'est qu'on a beaucoup dans les années 60 réfléchi, c'était une phrase de Capro, hein, l'art et la vie confondus. Ben, on voit qu'en fait, dès le 19e siècle, les femmes, elles sont dans ce travail-là qui est une manière, à travers l'abstraction, de faire se confondre l'art et la vie. Oui, c'est intéressant ce que vous disiez. Et d'ailleurs, il y a une citation qui arrive peut-être un peu tard, mais qui articule vraiment la question du genre et la question de l'abstraction de manière dynamique, qui est, alors je ne sais plus de qui est la citation, mais elle explique, je la paraphrase, que en gros, on fait de l'art abstrait, nous les femmes, contre l'art contre la fatuité de l'homme artiste et de l'évidence de l'art qui se donne comme tel. Et je trouve que là s'articule peut-être l'intérêt vraiment de l'exposition, qui jusque-là peut paraître peut-être trop foisonnante et peut-être pas assez dynamique. Après, vous entendre en parler me donne plus de clés sur à la fois le prisme de l'abstraction pour penser le genre et le prisme du genre pour penser l'abstraction. Mais c'est pas nécessairement une évidence, je trouve, quand on rentre, et peut-être ça aurait gagné à dynamiser ou problématiser autrement Corinne Rondeau. Oui, mais parce qu'en fait, c'est pas la question du genre qui est dans l'exposition. C'est vrai. Et c'est quand elle intervient que ça m'intéresse plus, mais du coup, ça m'est peut-être personnel. Oui. Mais c'est des questions de génération, chère Lucille. Allez, c'est reparti. Non, moi, ce que je trouve formidable dans cette exposition, mais vraiment, je trouve que c'est une exposition cohue, pardonnez-moi du terme, parce que c'est quelqu'un qui choisit, les commissaires, là, et notamment Christine Massel, c'est quand même quelqu'un qui va choisir des artistes qui, à la fois, sont contre une dimension féministe, qui dit, finalement, l'art, c'est l'art, et il n'y a pas de sexe. Des critiques aussi, comme Lucie Lippard, qui ont fait des expositions et qui sont aussi en jeu. C'est aussi une manière de dire l'art est d'abord une pratique, et on a des pratiques, et ça c'est génial, parce que, excusez-moi du superlatif, mais parce que ça signifie que tout le monde, l'art, est aussi d'abord et avant tout, à partir de ces avant-gardes qui naissent, des artistes qui se mettent en danger et en risque avec des pratiques qui font qu'il y a des pionniers et des pionnières. Et ce qu'on a enlevé, c'est des pionnières. Et donc, finalement, on voit bien l'éclairage, qu'il y a des femmes qui ont amené ce spiritualisme, pour des raisons peut-être culturelles, comme les photographes. On avait vu ça avec les femmes photographes à Orsay, où elles faisaient du photomontage de manière amateur, c'était des bourgeoises, mais finalement la question du collage et de la photo était déjà chez les femmes, pour des raisons qui étaient l'excellence, c'est comme si, donc les peintres c'est ça. Vous voyez, et là je trouve que d'un coup, dans le foisonnement des pratiques, vous avez une mise en écho des pratiques entre elles, et des nationalités aussi, où vous pouvez voir une Pakistanaise qui ressemble à une Américaine et qui ressemble à une autre Américaine. Vous avez Agnès Martin, Lucinda Childs, en plus ils ont choisi Lucinda Childs et Trisha Brown, qui sont les deux antipodes du poste de chorégraphes qui sont à l'opposé, mais qui en même temps sont à l'endroit juste. Enfin, je trouve qu'il y a des choix qui sont... Et c'est pas Yvonne Rainer, ils sont pas allés chercher des... Alors, il y a des artistes qui sont connus, mais je trouve que cette volonté de l'exposition, et c'est là que je la trouve gonflée, c'est pas d'enfermer la femme dans la représentation de la femme. On dit tout le temps, les femmes, elles brodent. Eh bien, quand vous avez du Sheila Hicks, qu'on a retrouvé, qui travaille avec du tissage... Qui brode. Oui, mais non. Mais je veux dire, d'un coup... C'est de la pratique, vous voyez, avec des fils, et c'est plus une femme qui brode. Et je trouve aussi que l'accrochage est d'une élégance et parfois d'une grâce absolument extraordinaire. Et moi, je suis fan de cet artiste que je connais pas, Dora Maurer, Timing, les variations autour d'un geste. Voulez-vous la piquer Qui vraiment, vous avez vraiment incroyable. Les mêmes, Ça m'a fait penser à une artiste photographe. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Dites-moi, parce que moi, je me souviens. Eh bien, c'est une artiste, en fait, qui se fait filmer, habillée tout en noir, et elle plie de manière... elle plie un drap, et elle va le recommencer à le plier 7 fois chaque fois, mais elle va inscrire une multiplication à chaque plan de ces 7 pliages. Donc elle plie en 2, puis elle plie en 4, puis elle plie en 8, 10, et chaque fois vous avez une multiplication. Mais ça, c'est prodigieusement merveilleux, quoi. Je suis restée...
20 minutes. Ah bah, du coup, vous êtes resté 28 heures dans l'exposition. C'est ça. Rester 20 minutes devant chaque œuvre, ça fait beaucoup. Salibonne. Oui, c'est une exposition extrêmement dense et il faut prendre le temps parce que c'est une vraie traversée de l'histoire de l'art, en fait, tout simplement. Hein. Et c'est ça qui est magnifique aussi, c'est-à-dire qu'on traverse l'histoire de l'art. Je pense aussi qu'on peut ne pas se poser la question de savoir si ce sont des femmes, et c'est-à-dire qu'elles travaillent en tant que femmes, parce qu'en fait, c'est des œuvres qui ont une puissance telle qu'elles dépassent cette question du genre. Et il me semble que c'est aussi un des fils qui traverse l'exposition. J'ai été effectivement... Moi sans aussi, l'éviter, cependant. Donc, non, sans l'éviter, sans l'éviter. Mais effectivement, la question du tissage, du brodage, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette multiplicité de pratiques, en fait, qui sont abordées parce que aussi, soit parce qu'il y a une impossibilité, je ne sais pas, des histoires d'ateliers qui sont racontées d'ailleurs, soit dans les cartels, soit dans le catalogue aussi. Ce qui a été le cas dans certains mouvements. Voilà. Au Bauhaus, les femmes étaient très souvent cantonnées, entre guillemets, au textile, mais de fait, on montre quand même leurs œuvres au textile. Et l'artiste qui, justement, était la maître de l'atelier de tissage du Bauhaus, il y a un tissage qui est absolument magnifique, hein, vraiment, avec des formes géométriques et qui est fascinant. À côté, il y a un tapis aussi d'une autre artiste qui s'appelle Arndt, qui est assez merveilleuse, Gertrude Arndt, qui est un tapis noué, qui est une succession de carrés colorés. Effectivement, Dora Maurer, moi dans le bureau aussi, de Walter Gropius. J'étais absolument fascinée par cette vidéo. J'ai trouvé ça merveilleux et très très beau. Et puis on finit, peut-être, c'est assez touchant aussi, cette manière dont on finit sur l'abstraction cosmologique d'un groupe collectif qui s'appelle Happy, qui est un groupe aborigène d'Australie, et qui presque, en fait, remet en route cette question du spiritualisme dans l'art. Il y a un vrai décalage de ce point de vue. Voilà, et qui est très beau aussi. Prenez du temps pour aller voir cette exposition. Elles font l'abstraction. La commissaire, c'est Christine Massel. C'est au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 23 août prochain. Et c'est aussi un très grand catalogue, très documenté, publié par les éditions du même Centre Pompidou. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Corinne Rondeau. Merci, Salibonne, à la préparation de l'émission. C'est Aïssa Touendoy et Boris Pinault. À la réalisation, c'est bien sûr Perret Legras. Et à la technique, aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et la Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée au cinéma et à la littérature, entre autres le dernier roman de Javier Cercas et une exposition Wang Bing.